Bonsoir Serge. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venu nous voir. D'autant que votre présence est assez précieuse en ce moment puisque vous êtes sans doute celui qui est en train de révolutionner l'art de prédire les résultats politiques. Donc on en a bien besoin en ce moment. Les gens ne vous connaissent pas, mais vous n'êtes pas du tout sondeur. Vous êtes, et c'est bien ça qui est intéressant, vous êtes physicien. Spécialiste, merci beaucoup, spécialiste des systèmes désordonnés. Oui. Vous avez acquis cette notoriété parce que vous avez prédit à l'époque, en 2005, le non au traité constitutionnel, l'élection de Donald Trump, le Brexit, la défaite d'Alain Juppé à la primaire des Républicains. Ça commence à faire beaucoup. Alors, racontez-nous ce que vous avez compris et que les sondeurs, les éditorialistes, les commentateurs n'ont pas compris. Alors, il y a deux phénomènes indépendants par rapport à cette question. Il y a d'abord de rappeler ce qu'est un sondage. Un sondage, c'est une image, à un moment donné, de l'opinion d'un échantillon censé représenter toute la population. Simplement, le fait d'avoir l'image d'aujourd'hui ne dit rien sur l'image de demain, d'après-demain, dans un mois. Il y a des dynamiques. Il y a des dynamiques. Ce sont des flux. Alors, les sondeurs, évidemment, sont conscients de cette dynamique et vont faire des images une fois tous les... En ce moment, on en a une tous les jours. Et donc, on est là à regarder nos cours de bourse. Tout le monde regarde ce qui se passe de jour en jour. On voit des courbes. Donc ça nous donne des courbes d'évolution. Par exemple, là, en ce moment, ce dont tout le monde parle, c'est Mélenchon. Il avait une courbe qui était au-dessous de Benoît Hamon. Il a commencé à monter. Il est passé devant. Il est passé un peu devant. Benoît Hamon descendu. Et là, depuis quelques jours, il décroche et il est en train de se rapprocher de Fillon. Donc c'est une percée, c'est comme une course de vélo. Mais il y a encore une semaine, on ne disait pas que Mélenchon va pouvoir avoir cette percée. Alors ce phénomène que les sondeurs ne peuvent pas prédire, parce que leur outil, c'est une image aujourd'hui, demain, et ce qui s'est passé dans le passé, et ce qu'ils extrapolent. Pour le faire, c'est ce qu'on appelle en physique et en mathématiques un phénomène non linéaire. Ce qui est extraordinaire dans notre compréhension des lois de la matière et de certaines lois mathématiques, c'est qu'on peut le prévoir, ce type de phénomène. C'est une singularité, alors on ne rentre pas dans les termes techniques, mais qui est inclus dans les interactions des composants qui forment cet ensemble, qui lui évolue doucement, doucement, et tout d'un coup change d'état. Sauf qu'il faut comprendre comment ça marche avec des composants qui sont des êtres humains, et non pas de la matière. Exactement. Donc le pari... Alors c'est très important de dire que la sociophysique, qui est ce domaine que je développe, mais je ne suis pas le seul, ce n'est pas du tout une science établie, on n'a pas de vérité encore, donc on fait des modèles qu'on confronte à la réalité, c'est des tendances. Vous n'êtes pas Madame Irma, vous ne regardez pas la boule de cristal. Non. Et que ces théories doivent encore être approfondies, testées, etc. Mais malgré tout, l'hypothèse que les humains, dans leur complexité, peuvent se trouver à certains moments réduits à des choix similaires à ce qu'on peut trouver dans la matière, et en particulier pour une élection, en particulier au deuxième tour, un référendum, toute cette complexité se réduit à quelque chose de très simple. Oui ou non, Trump ou Clinton. Au deuxième tour, on aura sans doute Marine Le Pen et je ne sais pas lequel des challengers. Et donc, à ce moment-là, si on oublie la complexité psychologique, cognitive, qui fait que cette personne, que vous allez dire oui ou non, mais que je m'intéresse simplement maintenant au fait que vous dites oui ou non. Pourquoi ne m'intéresse pas? Simplement, je vais essayer de prendre en compte votre choix, celui d'autres individus, et surtout le fait que dans une campagne, ce qui est caractéristique, c'est qu'on discute. Vous voulez convaincre les gens que vous avez fait le bon choix, vous voulez même vous-même vous convaincre de votre choix, les autres pareil. Et comment se passent ces discussions informelles entre les gens dans une campagne dont l'enjeu est important? C'est ça que j'essaye de modéliser en m'inspirant de dynamiques qui existent dans la matière, mais sans faire une métaphore ou une transposition. C'est de construire un modèle à la façon du physicien. Alors, ce n'est pas un algorithme, c'est bien un modèle. Non, c'est ça qui est important, parce qu'il y a les sondages pour pallier ou aider les sondages. Maintenant, on a des algorithmes ou le big data.
ce que je fais n'a rien à voir. En effet, et là, alors si je vous ai bien compris, quand, par exemple, il y a ce qu'on appelle une délibération démocratique, c'est-à-dire des individus qui hésitent, les uns prêchent, par exemple, pour Clinton, les autres pour Trump, et au bout d'un moment, leurs arguments en viennent à s'annihiler parce que chacun ne peut pas convaincre l'autre. Donc le doute se crée. Et là, votre travail, c'est de comprendre ce qui va faire basculer au moment de ce doute. Exactement. Et c'est nos préjugés communs, qui ne sont pas forcément explicites, qui vont choisir pour nous. Et ce que vous dites, c'est que, par exemple, ce qui a fait l'élection de Donald Trump, c'est donc le fait qu'il a réveillé des préjugés sous-jacents et que ces sorties, ces saillies racistes, sexistes, etc., qui choquaient sur le coup et qui d'ailleurs faisaient hurler les commentateurs, finalement a réveillé des préjugés inconscients qui se sont manifestés et qui ont fait basculer en sa faveur. Il avait donc raison d'être outrancier. C'est ça que vous dites? Oui, parce que les préjugés qui étaient actifs, a priori, jouaient contre lui. C'est pour ça qu'au début, lorsque j'ai appliqué mon modèle, je pensais, comme tous les analystes, qu'il allait perdre. Simplement, j'ai été aux États-Unis et là, j'ai compris la portée de ces saillies très choquantes qui choquaient réellement les gens. Ce n'est pas une mise en scène. Simplement, il réveillait des préjugés gelés, enfouis, et il bousculait la hiérarchie des préjugés qui allaient faire le choix au moment de la discussion. Donc, mon hypothèse, qui est le paradoxe, c'est de dire: j'ai été indigné par ce qu'il a dit. Et donc, je viens discuter avec vous pour vous dire, mais voilà pourquoi je ne veux plus voter pour lui. Et dans ces discussions, on va se trouver, peut-être pas avec vous, mais ensuite, parce qu'on discute beaucoup pendant une campagne, dans ces moments de doute collectif. Et là, cette indignation contre ce préjugé que j'avais, qui était endormi, en fait, je l'ai un peu réveillé. Et là, on va basculer dessus. Donc, il perd au départ, et après, il remonte. Il a refait ça un grand nombre de fois. Et là, par exemple, dans notre élection présidentielle, quels sont les préjugés enfouis qui pourraient surgir? Qu'est-ce qui pourrait faire basculer les uns et les autres, puisqu'on voit qu'on n'a jamais été aussi indécis? Alors, dans cette élection-là, justement, ce n'est pas les préjugés, d'après moi, qui vont jouer. Dans mon modèle, j'ai deux composantes. J'ai plusieurs composantes. Il y a celle des préjugés, mais j'ai aussi celle que j'appelle des inflexibles. C'est-à-dire qu'ils, là, sont des gens qui ont fait un choix, et quoi qu'on leur dise, n'en démordront pas, resteront sur ce choix. Ils ne sont pas plus actifs que les autres. Simplement, ils défendent leur position et n'en démordent pas. C'est le cas le plus typique, c'est Fillon, je veux dire, qui garde une base autour de 17%. On a eu affaire après affaire après affaire. Ces gens qui aujourd'hui disent vouloir voter Fillon, son électeur solide, est inflexible. Donc, il ne bouge pas de ça. Marine Le Pen aussi a des inflexibles qui a un socle solide. Ceux qui en ont le moins, c'est Macron. Mélenchon a un petit nombre d'inflexibles, mais pas tant que ça. Et donc, pour cette élection aujourd'hui, c'est ces proportions d'inflexibles qui vont faire le choix de la dynamique. Oui, parce que vous avez publié une tribune très remarquée dans Libération ces derniers temps, expliquant que l'élection de Marine Le Pen n'était plus impossible, elle était improbable, ce qui n'est pas la même chose. Ça veut dire qu'il y a très peu de chances, mais que quand même, ça peut arriver. Marine Le Pen a une proportion d'inflexibles qu'on peut estimer autour de 24-25% pour elle. Mais il y a des inflexibles contre elle qui sont de l'ordre de 50%, c'est-à-dire de gens qui refusent le FN. Donc, il crée ce front républicain, puisque dès qu'il y a un candidat FN, ils vont aller voter contre. On les a vus même aux dernières régionales, par exemple. Quand même, ça n'est pas passé au second tour. Donc, il y a une érosion du front républicain. Donc, il monte, le FN monte dans ses scores, mais il est toujours maintenu sous la barre des 50%. Ce qui est tout à fait nouveau et remarquable, c'est qu'aujourd'hui, l'alternative pour mettre en pratique ce refus, c'est de voter soit pour Fillon, soit pour Macron, et peut-être demain Mélenchon. Et dans ces trois cas de figure, il y a maintenant un prix à payer pour s'opposer à Marine Le Pen. Parce qu'avant, on voulait s'opposer au FN et ne pas être très intéressé par le candidat pour lequel on allait voter. Sauf que là, aujourd'hui, on ne veut pas, pour une partie des électeurs anti-FN, on ne veut pas d'un de ces candidats non plus. Donc, ils vont se retrouver dans un dilemme terrible en disant
je veux m'opposer sincèrement au FN et je ne veux pas avoir un président FN. Mais je ne veux pas avoir Fillon, ou je ne veux pas avoir Macron, ou je ne veux pas avoir Mélenchon. Moi, là, je fais une hypothèse, je vais un peu plus loin. Je dis qu'il est très possible qu'un certain nombre de personnes disent, contre mon gré, j'ai 2 pilules amères à prendre, mais quand même, il y en a une plus amère que l'autre. Et je vais prendre celle qui est moins amère. Mais le jour de devoir prendre une des deux, dire, en fait, j'ai oublié de la prendre. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'on risque d'avoir ce que j'appelle l'abstention inavouée, qui deviendra, si elle modifie le résultat des votes, inavouable à la limite. Et si cette abstention inavouée se réalise pour la première fois, on peut pas l'évaluer. Parce que personne ne va vous dire, oui, je vais vous dire que je vote et j'irai pas. Ce sont des gens qui diront, mais oui, j'ai voté contre le Front National au second tour, et qui en fait ne l'auront pas fait. Exactement. Mais bien sûr, on a cru pendant des années que l'abstention, disons que le Front National allait prendre des votes à l'abstention, et aujourd'hui, on s'aperçoit avec votre modèle que l'abstention profite au Front National. La question est de savoir, finalement, quel est le candidat qui va le moins activer ce phénomène-là. Oui, c'est ça qui est la chose la plus difficile à évaluer, c'est on va se trouver pour une proportion d'électeurs entre, c'est caricatural, mais répulsion et aversion. Qu'est-ce qui est le pire? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Et beaucoup de gens, on verra le jour du vote. Oui, allez-y. Non, je voulais juste rajouter que j'ai commencé ce calcul qui est en plus donc, de la dynamique d'opinion en discutant autour de moi pour les raisons qu'on vient de dire. Enfin, beaucoup de gens se posent ces questions. Mais je me disais, au fond, il y a quelques personnes, ça ne va pas modifier les résultats. Elle est loin des 50%. Même si 5-10% de gens ne vont pas voter, ce n'est pas dramatique. Et c'est là, on en revient à la puissance d'utiliser des modélisations simples ou une formulation mathématique, c'est que j'ai dit, mettons ça en équation et on va voir quelles sont les proportions nécessaires pour que les choses changent. Et c'est là où j'ai été surpris. Parce que je vous donne un petit exemple. Si par exemple, on a le jour du vote, 44%, c'est une illustration, 44% d'intention de vote pour Marine Le Pen. Ce qui veut dire 56% pour son challenger. C'est ce qu'on a actuellement voilà, en cas de second tour avec Fillon, par exemple. François Fillon. Donc ça, c'est le matin du vote et il y a toute la journée, 90% des gens qui ont dit vouloir voter pour elle le font. C'est un chiffre raisonnable parce que ceux qui vont voter FN veulent voter pour son programme et pour Marine Le Pen. Ils sont motivés. En revanche, pour le challenger, si seulement 70% des gens le font, et bien là, dans ce cas-là, elle gagnerait l'élection avec 50,02%. Donc, il suffit de 20% d'écart dans le taux de mobilisation de ceux qui ont fait leur choix pour que 44% se transforment en plus de 50%. Votre modèle, ce qu'il nous explique, c'est que l'argument qui consiste depuis des années à dire c'est par exemple Donald Trump ou le chaos, c'est le Brexit ou le chaos, ou alors attention, le FN c'est le chaos, sinon il faut garder ce système. Oui. Tout ce discours-là ne fonctionne plus. C'est ça que vous êtes en train de nous dire, c'est que la barrière pour les gens qui consistaient à dire je ne veux pas basculer dans le vide ne marche plus. Pourquoi? Parce que ce qui est unique pour le moment en France, dans le cas français, c'est que quand on dit c'est Clinton ou le chaos, les gens le comprennent. Mais aujourd'hui, on a le chaos d'un côté et un tremblement de terre de l'autre. Oui. Il n'y a plus, c'est-à-dire que ce soit pour une partie de l'électorat, que ce soit Fillon, Macron ou Mélenchon, ça représente aussi une forme de chaos. Donc on est dans une situation folle où des deux côtés, c'est le chaos. Et avec un peuple français qui est déchiré. Parce qu'en fait, là aussi, ce que ça nous raconte, si on arrive à calculer qu'on a à peu près 25% pour l'instant qui votent Marine Le Pen, on a à peu près 25% pour Macron, même si justement c'est un des candidats qui a le moins de certitude de vote. Oui, il a une grande volatilité, voilà, oui. Très grande volatilité. Bon, on a François Fillon, Jean-Luc Mélenchon un peu plus bas, mais tout de même, ça fait une France éclatée en 4 quarts, en 4 options différentes, mais qui sont radicalement différentes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tant de possibilités de créer la synthèse. En fait, l'électorat français est totalement morcelé. Sauf que
Ça, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, regardons les inflexibles des uns et des autres. Et là, Oui. les proportions ne sont pas les mêmes. Parce que Oui. et celui qui en a le moins, c'est Macron aujourd'hui. Et puisque ça, on le voit sur la certitude. Donc la volatilité est la plus forte pour lui. Vous voulez dire que sur un second tour, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, puisque la volatilité du vote Macron est la plus forte, votre hypothèse d'une abstention différenciée pourrait être, au contraire, assez forte sur un vote Macron, alors qu'elle n'apparaît pas dans les sondages pour l'instant? C'est tout à fait possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas définir un vote utile à 100%. Voilà, ce que vous nous dites, c'est que finalement, les sondages de second tour qui actuellement donnent l'impression qu'Emmanuel Macron serait le meilleur face à Marine Le Pen, étant donné la volatilité de son électorat, c'est pas si évident que ça. Oui, par rapport à mes modèles qui montrent que les inflexibles sont très importants dans les dynamiques d'opinion pour inverser des minorités-majorités, c'est la grande fragilité aujourd'hui de Macron face à un débat sur un camp qui aurait beaucoup plus d'inflexibles. Ce qui est très important dans ces dynamiques, c'est l'intensité des débats entre les gens. C'est-à-dire, si on avait maintenant, il nous reste moins de 2 semaines, si c'est atone, que les gens ne parlent pas trop, alors ça ne va pas beaucoup bouger. Et là, les proportions qu'on a maintenant, c'est Macron qui passera au 2e tour. Mais si le débat s'intensifie entre individus, je ne parle pas des meetings, je ne parle pas des grandes réunions, des manifestations, dans les lieux de sociabilité, au café, dans les repas de famille, au travail, c'est là où ça va se jouer dans ces 2 semaines. Et ça peut changer très vite. C'est-à-dire que lorsqu'on dit non, en 10 jours, on ne peut pas gagner 10 points, une fois de plus, d'après mes modèles, c'est faux, on peut gagner 10 points en 10 jours. Même si... On est bien d'accord, vous ne lisez pas dans les boules de cristal ou dans le mar de café, non. Mais là, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous avez analysé dans vos modèles? Ce que j'analyse avec mes modèles aujourd'hui et avec les précautions qu'on a dites, c'est que Mélenchon peut continuer à monter, mais à mon avis, cette montée risque de faire descendre Macron et ensuite de retourner sur Fillon. Et donc, parce qu'avec cette notion d'inflexible, je pense que c'est Fillon qui a le plus d'inflexible et donc qui pourrait commencer à grossir. Mais il faut qu'il dépasse les 17% auxquels il est coincé depuis maintenant de nombreux jours. Mais si, d'après mon modèle, s'il gagne plus qu'1 point, c'est-à-dire s'il arrive à gagner 2-3 points, alors il va alors la bascule se fait. Et paradoxalement, la montée de Mélenchon pourrait le favoriser. Je vous donne là les grandes lignes possibles. Vous êtes citoyen. Vous savez, vous, pour qui vous allez voter. Je vous le demande pas. Mais vous avez des certitudes, vous? Vous êtes quoi? Vous êtes un inflexible? Vous êtes quelqu'un qui doute? Vous êtes dans une minorité capable de faire basculer les autres? Moi, personnellement, j'ai une autre catégorie, mais qui ne joue pas, je pense, dans cette élection, ce que j'appelle les contrariants. Ah, c'est-à-dire toujours à prendre le contre-pied des autres. Individuellement, j'aime bien, si tout le monde dit quelque chose, je me dis, il y a peut-être quelque chose de bizarre, et j'aime bien voir ce qui peut se passer en prenant un point de vue opposé. En tout cas, bon, c'est vrai que la seule prédiction que je peux faire, c'est qu'en tout cas pour les législatives, ça risque d'être extrêmement compliqué, mais pour déjà, le reste, on se reverra pour en reparler. Ah ben, avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir, merci à vous. Side.